Citeco, le musée de l'économie, pour cette conférence sur les femmes et le marché du travail. Alors cette conférence, vous l'avez sans doute vu, s'inscrit en fait dans la nouvelle saison qui a été ouverte la semaine dernière avec ce thème du travail, une saison et un thème qui seront déclinés toute l'année à travers des conférences, des spectacles, des projections. Il y en aura une demain, je vous le dirai à la fin, et puis une très belle exposition que vous avez peut-être déjà vue. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'y aller peut-être après cette conférence. C'est l'exposition photo de Janine Niepce, qui est l'une des premières photographes à avoir documenté l'évolution de la place des femmes dans la seconde moitié du XXe siècle. Et c'est un récit de l'émancipation des femmes qu'on va un peu questionner aujourd'hui, cet après-midi, avec mes trois invités que je vais vous présenter. Un mot cependant pour vous dire qu'on va à peu près discuter entre nous 3/4 d'heure. Et puis derrière, on vous laissera un temps de questions. Donc si vous avez des questions qui vous viennent en nous écoutant, n'hésitez pas à vous noter dans un petit calepin ou dans un coin de votre tête. Et puis voilà, vous aurez un temps à la fin pour poser vos questions aux trois intervenantes, qui sont donc Anne-Sophie Bruno, maîtresse de conférences en histoire à l'université Panthéon-Sorbonne. Bonjour. Vanessa Di Paola, maîtresse de conférences en économie à Aix-Marseille Université, chercheur au LEST, qui est le laboratoire d'économie et de sociologie du travail, directrice aussi du centre associé régional du CEREC. Et puis Stéphanie Moulet, bonjour, maîtresse de conférences en sciences économiques Aix-Marseille Université, chercheuse au LEST également et directrice de l'Institut régional du travail. Alors bonjour à toutes les trois, merci d'être là cet après-midi pour parler des femmes et du marché du travail. Un marché du travail qui reste encore très inégalitaire pour les femmes. Malgré de nombreux textes de loi, elles se heurtent encore à des écarts salariaux, mais ce n'est pas tout. Elles sont souvent cantonnées à des secteurs comme la santé, l'éducation, les services, bref, des choix qui sont façonnés par des stéréotypes de genre. Et je me suis posé une première question très simple. 3 femmes, 4 avec moi, pour parler de ces inégalités. Au début, je me suis dit: «Génial!» Puis après, je me suis dit: en fait, est-ce que c'est une si bonne chose que ça qu'il n'y ait que des femmes pour parler de ce sujet?» Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne ou mauvaise nouvelle? Moi, je dirais pas très bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas de hasard, en fait. C'est un fait statistique qui s'explique parce que les questions d'inégalité entre les femmes et les hommes concernent directement les femmes en raison de l'histoire des discriminations et de la lutte de leurs droits. Donc, en fait, il est tout à fait compréhensible de ce point de vue que de nombreuses femmes chercheuses soient plus enclines à se tourner vers ce domaine, de par l'expérience directe des inégalités qu'elles vivent, y compris d'ailleurs dans nos domaines professionnels de chercheurs et de chercheuses. Et puis je dirais en deuxième temps que le mouvement féministe a lui-même historiquement été porté en grande partie par les femmes, tant dans les luttes sociales que dans les réflexions plus théoriques. Donc ce qui fait qu'on a un domaine sur des questions d'inégalité femmes-hommes sur le marché du travail qui est perçu et qui est féminisé, marginalisé, comme souvent dans les professions féminisées d'ailleurs, peu valorisé, peu prestigieux et qui donc n'attire pas les chercheurs masculins. Alors, en complément, je veux dire qu'on a une petite lueur d'espoir, en tout cas dans notre discipline, puisqu'en 2023, il y a eu pour la 3e fois seulement une femme qui a reçu le prix Nobel d'économie. On verra lundi, le prix Nobel d'économie sera décerné, mais donc depuis la création de ce faux prix Nobel, seulement 3 femmes qui ont été récompensées, mais là, en 2023, c'est Claudia Goldin qui reçoit le prix Nobel et c'est sur des travaux sur les inégalités entre les femmes et les hommes qu'elle est récompensée. Et donc évidemment, quand un prix Nobel est décerné dans une sphère de recherche, ça éclaire le sujet. C'est difficile de dire que c'est un sujet marginal et finalement de le laisser à ces femmes qui n'ont pas d'autres questions d'intérêt. Anne-Sophie Bruno, vous voulez ajouter quelque chose sur cette présence féminine sur ce plateau? C'est sûr que chez les historiens aussi, c'est essentiellement des femmes qui sont intéressées à l'histoire du travail des femmes, notamment Michèle Perrault, qui est la grande historienne des femmes, de l'histoire des femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les femmes qui ont fait date sur ce sujet sont en fait des femmes qui n'ont pas commencé par travailler sur les femmes, mais sur des sujets dits sérieux. Alors, les salaires, Michèle Perrault, c'était les grèves. Et en fait, c'est une fois qu'elles sont arrivées dans on va dire, à la maturité de leur carrière, qu'elles ont
finit par se saisir de cette question, parce que c'est vrai que c'est souvent, il y a un soupçon de militantisme quand on s'intéresse aux dimensions des inégalités hommes-femmes spécifiquement, c'est vraiment très fortement. C'est beaucoup plus difficile à méthodologie égale de publier dans des revues. Enfin, on sent quand même qu'il y a une espèce de refus, et en même temps, paradoxalement, comme c'est un sujet de société extrêmement porteur, quand on travaille sur les questions d'inégalité de genre, on est amené à intervenir en partenariat avec les pouvoirs publics, le mouvement syndical. Et donc, en fait, ça renforce en partie cette marginalisation, parce que ça fait de vous un interlocuteur presque militant, chercheur, on va dire, sur ces enjeux. Donc, il y a beaucoup de facteurs, et c'est vrai que c'est le prix Nobel de l'année dernière, effectivement, est quand même le premier signal de, enfin, peut-être on va pouvoir s'intéresser à ces questions-là. Alors, on va s'intéresser justement à ces questions-là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, j'ai 2 profils vraiment de chercheuses autour de moi, économistes et historiennes. Et on va donc croiser leurs 3 points de vue, mais leurs 2 focus. Je vais commencer avec vous, Anne-Sophie Bruno, en tant qu'historienne, pour revenir en fait sur les origines de ces inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, avec une question toute bête. Est-ce que ça a toujours existé ? Alors, quand on s'intéresse aux dimensions historiques des phénomènes, on se heurte à une tendance très générale qui est de dire soit c'est très nouveau, et les femmes se mettent à travailler dans les années 60, soit il n'y a jamais rien de nouveau et finalement tout est toujours pareil et les femmes ont toujours été les grandes oubliées, les dominées de l'histoire. En fait, le travail de l'historien, c'est de montrer qu'il y a à la fois un peu de nouveau et un peu de continuité, on va dire, dans les phénomènes, ce qui fait que chaque période historique a sa couleur propre, en fait, parce qu'elle va matiner un peu différemment ces éléments de nouveauté, ces éléments de continuité. D'un point de vue de l'histoire du travail des femmes et des inégalités de genre, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux, qui, alors, il n'y a pas de rupture très précise, mais qui va commencer, on va dire, avec la seconde industrialisation, c'est-à-dire la fin du 19e et le début du 20e, parce que la seconde industrialisation va accentuer des choses qui existent avant, c'est-à-dire le phénomène manufacturier ou usinier. Et en fait, les différences hommes-femmes, elles vont être accentuées par ce phénomène usinier. Donc, dans la première industrialisation, comment ça se passait ? Vous rentrez dans l'atelier d'un canut lyonnais, c'est-à-dire d'un tisserand de la soie, et c'est vraiment une figure emblématique parce que c'est les premières révoltes ouvrières des années 1830, c'est les canuts lyonnais. Et en fait, le canut, on a toujours une image d'un homme, et en fait, le canut, il travaille avec une épouse. Et en fait, il y a un marché vraiment matrimonial très fort pour attirer les meilleures femmes tisserandes de la soie. Et les femmes ça fonctionne sur une économie domestique, et les femmes ont un rôle à part entière. Les travaux de Manuela Martini et Pierre Vernu, donc un homme quand même, sur le fonctionnement des ateliers des canuts, ont montré qu'en fait, non seulement elles participent, elles font tourner les métiers, mais en plus de ça, elles participent aussi à la gestion de l'entreprise. Donc, ce n'est pas un rôle cantonné forcément aux tâches subalternes, même si il y a aussi des tâches proprement féminines, notamment faire à manger aux apprentis, aux compagnons qui travaillent dans l'atelier. Donc il y avait une relative égalité à ce moment-là, en tout cas, ou du moins les femmes avaient déjà une place réelle. Elles pouvaient, dans la réalité, quand on regarde comment fonctionnent les ateliers, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de latitude. Alors, évidemment, ça doit dépendre aussi des situations de chaque ménage. Mais ça, c'est complètement balayé par le phénomène usinier, parce que le phénomène usinier va créer des ateliers où il n'y a que des hommes, des ateliers où il n'y a que des femmes, c'est très genré. On va commencer à voir apparaître aussi des écarts de rémunération, alors de l'ordre de la moitié les femmes touchent la moitié des salaires masculins, fin 19e, début 20e. Et pourquoi ? Parce que on a rompu avec une économie domestique où la rémunération était collective. On rémunérait l'atelier,
le canut et son épouse. Et en fait, le foyer fonctionnait avec l'argent. Il n'y a pas de différence entre l'argent de l'entreprise et l'argent du ménage. Dans les usines, il y a une séparation des activités. Et le résultat de cette séparation, c'est le fait qu'on va penser le travail féminin comme différent, comme un travail d'appoint. Donc, bon, comme c'est un travail d'appoint, c'est pas non plus la peine de le rémunérer trop fort, de façon trop élevée. On va le penser de façon différente en termes de cycle de vie, c'est-à-dire que les femmes vont travailler à l'usine, mais plutôt jeunes ou avant le mariage, avant de se replier plutôt, quand elles ont des enfants et qu'il n'y a pas encore l'école maternelle, elles se replient plutôt sur le travail à domicile. Et on a du coup une différenciation très forte des carrières, des rémunérations qui va en fait s'accentuer au fil du XXe siècle. Et ce qui va jouer aussi, c'est un phénomène de syndicalisation qui est plus forte dans les ateliers masculins que dans les ateliers féminins et qui va donc amener les hommes à réussir à avoir plus de revendications satisfaites. C'est ça aussi qui va jouer et qui va creuser les écarts? Alors, sur les écarts de salaire, le grand phénomène, c'est les conventions collectives au XXe. Et les conventions collectives, elles se font dans des branches qui sont les fers de lance de la seconde industrialisation et qui sont représentées surtout par des syndicalistes hommes qui, du coup, voient le monde à l'aune de leur monde professionnel. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de syndicalisation des femmes. Il y a une syndicalisation des femmes. Je vous conseille de lire Mélancolie ouvrière de Michel Perrault, qui revient sur une de ces syndicalistes oubliées au début du XXe siècle. Mais elles n'ont pas tout à fait la même possibilité, la même latitude en termes de parole. Et c'est vrai que c'est souvent des hommes à la tribune dès que c'est des syndicats nationaux, quoi. Et alors, pour faire un pont, parce que c'est intéressant, on a du coup un exemple très concret avec l'exposition de Janine Niepce au-dessus de nous. Est-ce que donc, qui montre comment la place des femmes a évolué tout au long alors là, on est plutôt dans la deuxième moitié du XXe siècle. Est-ce que ce qu'elle montre, c'est que les femmes se sont émancipées grâce au travail? Est-ce que ce récit est juste et est-ce que ce récit est juste dans ce qu'on peut en voir? Alors, ce récit, il est juste et en même temps, on se dit, mais comment ça se fait que dans les années 60, alors regardez, pareil, allez sur le site de l'INA et regardez les journaux télévisés de l'époque, c'est juste formidable, parce qu'on voit les femmes entrent sur le marché du travail, enfin les femmes se mettent à travailler, donc on voit des jeunes femmes, bon bref, et on se dit, mais comment, en fait, les femmes ont toujours travaillé, et je viens de le redire, comment ça se fait qu'on ait pu tous penser dans les années 60 que c'était nouveau que les femmes travaillent? Alors ça s'explique par le fait que juste avant, les mamans de ces femmes qui se mettent à travailler, de ces jeunes femmes qui se mettent à travailler dans les années 60 et qu'on voit aussi dans l'exposition ici, les mamans de ces jeunes femmes sont les premières dans les classes populaires à pouvoir rester à la maison. Auparavant, il y a une telle ère de la survie, c'est tellement difficile d'assurer la survie des foyers que tout le monde doit travailler. Les femmes, les enfants, puis les adolescents, jusqu'à l'âge de la décohabitation et du mariage. Et dans les années 50, la nouveauté, fin des années 40, début des années 50, c'est que se met en place enfin un système de protection sociale qui fonctionne. Alors, il existait avant, mais il fonctionnait moins bien. Et notamment un système d'allocation familiale qui va être extrêmement généreux pendant fin des années 40 et les années 50. Et ces allocations familiales, pour la première fois, vont permettre aux femmes, notamment les non qualifiées, de rester à la maison, alors qu'avant, l'oisiveté, c'était l'apanage des élites. C'était impensable de ne pas travailler. Et donc, en fait, il y a une forme d'amnésie collective parce qu'on pense que les femmes sont au foyer et ensuite qu'elles se remettent à travailler. Ben non, en fait, elles étaient au foyer dans les années 50, mais auparavant, elles n'étaient pas au foyer. Donc, il y a une impression de rupture qui vient de cette amnésie très courte, en fait, sur à peine une génération, quoi. Et ce qui est quand même assez... en quoi ça a marqué cette période et cette courte période des années 50, c'est le fait que pour la première fois s'enclenche un cycle infernal, j'ai envie de dire, de trappe du retrait de l'emploi, du marché du travail pour les femmes non qualifiées. Parce que c'est surtout elles qui vont bénéficier
de ces allocations. Et qui dit retrait du marché de l'emploi dit difficulté à y revenir. Voilà. Mais ça, on va le voir. Merci pour cette remise en perspective historique sur le dernier siècle. Et je vais même temps me tourner vers vous, Vanessa Di Paola et Stéphanie Moulet, pour arriver aujourd'hui finalement et faire un état des lieux. Avec une question à 1 000 €. Est-ce que ces inégalités persistent ou est-ce qu'on va vers une égalité femmes-hommes sur le marché du travail? Bon, je crois que la réponse est dans votre question. Alors, ça se rapproche, c'est-à-dire que les situations, si on remonte aux années 70 et qu'on regarde où on en est aujourd'hui, bah oui, il y a eu une tendance au rapprochement. Par exemple, en termes de participation au marché du travail, on n'est pas à l'égalité, mais il y a à peu près, parmi l'ensemble des femmes en âge de travailler, 70% d'entre elles qui participent au marché du travail. C'est à peu près 80% parmi les hommes. D'accord ? Donc, l'écart reste, mais il était bien plus important par le passé. Quand on regarde les personnes qui occupent un emploi, on est presque à la parité, 48% de femmes parmi les personnes en emploi. Et contrairement à l'idée qui reste ancrée dans la tête des personnes, le taux de chômage, en termes de taux de chômage, aujourd'hui, depuis la crise de 2008, en réalité, où il y a un vrai renversement qui s'opère, le taux de chômage des femmes est équivalent à celui des hommes. Il est parfois même meilleur selon la conjoncture, notamment parce que les dernières crises économiques ont plutôt touché des secteurs industriels très masculins. Alors, donc ça, c'est effectivement tous les indicateurs, les grands indicateurs qu'on peut prendre en compte pour mesurer cet écart entre les inégalités qui régresse un petit peu. Mais est-ce qu'on peut dire maintenant pourquoi vous vouliez ajouter quelque chose sur ces indicateurs? Oui, je veux dire quelque chose qui est très important, puisque Vanessa a dit que ça se rapproche, en effet. Donc, ça progresse, à pas compter, mais... Et ce qui est aussi important, c'est l'autre partie de la phrase, c'est après le mais, hein, c'est de la nuance. Et la nuance, elle a son importance. Il y a des différences patentes qui continuent d'exister entre les sexes sur le marché du travail. La première de ces différences, peut-être, vous la connaissez, c'est en termes de temps de travail, de quantité de travail, et c'est en termes de temps partiel. 80% du temps partiel est féminin. 30% des femmes travaillent à temps partiel versus 7% des hommes. Donc, vous voyez l'écart de participation. Et dans le mais aussi, il y a d'autres indicateurs, il y a d'autres informations. Là, il y a l'accès à la catégorie cadre. Sachez qu'aujourd'hui, il y a 4 femmes, 43% précisément, des femmes parmi les cadres. Donc, ça veut dire 4 femmes cadres pour 6 hommes cadres. Quand dans le même temps, elles sont plus diplômées. Quand dans le même temps, elles sont plus diplômées depuis les années 80. Et donc, cette différence d'accès aux positions supérieures de la hiérarchie des emplois, à la catégorie cadre, hein, c'est celle-là que j'évoque, elle est mise en image avec la jolie, avec la métaphore de Catherine Laufer qui parle, peut-être l'avez-vous entendu, cette métaphore de plafond de verre. Hein, plafond de verre, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est l'ensemble des obstacles visibles et invisibles qui empêchent les femmes d'accéder au sommet de la hiérarchie des emplois. Alors, visible et invisible, il y a un ensemble de travaux scientifiques depuis un certain nombre d'années qui ont rendu visibles ces obstacles. On va vous en dire quelques mots. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Catherine Marie ne parle plus de plafond de verre, mais elle utilise notre métaphore de ciel de plomb. Donc, vous voyez l'idée ? Ça se noircit en haut et le plomb pèse encore sur les épaules des femmes. Il y a plein de métaphores, en fait, sur cette chose-là. Encore peut-être une précision et qui fait sens, non des moindres, c'est les différences de salaire entre femmes et hommes. Oui. Alors, un indicateur très parlant, 1995, les femmes avaient dans leur poche, à la fin du mois, près de 650 € en moins que les hommes. 30 ans plus tard, aujourd'hui, on n'est plus à 650 €, on est à 150 € de différence, donc on est à 500 € de différentiel entre les hommes et les femmes. Vous voyez, ça méritait d'être signalé, même si tous les 8 mars, il nous est dit, il est mesuré par les économistes du travail, cet écart moyen de salaire entre les sexes qui ne change guère. Et puis comme la date approche, on va la donner, la date fatidique, à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement. Alors, c'est un mouvement qui est né en Islande, parce qu'on ne l'a pas forcément en tête, mais l'Islande s'implique très égalitaire en matière d'action. Elles ont fait beaucoup de choses, les femmes islandaises. Et donc, on mesure le jour à partir duquel les femmes travaillent gratuitement. Donc, cette année, ça va être le 8 novembre
à 16h48. C'est calculé très précisément par Rebecca Amselem en France, qui a une newsletter qui s'appelle Les Glorieuses, qui est vraiment très intéressante. Hein. C'est une économiste où elle met vraiment très bien en évidence toutes les inégalités femmes-hommes, toutes les inégalités économiques. Donc le 8 novembre à 16h48 cette année, alors elle fait ce calcul en France depuis 2016, donc ça va bientôt faire 10 ans quand même. Et alors en 2016, c'était le 7 novembre à 16h34. Voilà, donc on a gagné 24 heures. Et puis entre les deux, si vous voulez, ça, des fois c'est un peu mieux, des fois c'est un peu moins bien, enfin ça bouge pas. Donc grosso modo, depuis, vous avez dit 2016, hein, c'est ça? Donc voilà, on voit cette stabilité, donc ces inégalités qui persistent. Et j'ai envie de dire, pourquoi? Parce qu'il y a des lois, il y a des textes de loi, et ça j'aimerais qu'on en parle, parce qu'ils existent, qui posent a priori ce principe de l'égalité homme-femme. Et puis effectivement, vous parliez du 8 mars, quand on entend tous les reportages faits le 8 mars, bêtement, je dis bêtement parce que j'en fais partie, j'ai l'impression que ça progresse, en tout cas que ces inégalités régressent, notamment sur les salaires. Et apparemment, vous êtes vraiment en train de nous dire que non. Donc j'aimerais qu'on rappelle peut-être ces textes de loi qui datent depuis en plus la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc qui sont posés en principe dans la Constitution française, et on essaye de comprendre pourquoi finalement ils n'avancent pas. Donc est-ce qu'on peut rappeler déjà, peut-être Vanessa Di Paola ou Stéphanie Moulet, ces grands textes? Oui, alors on ne va pas tous vous les rappeler parce qu'il y en a l'arsenal juridique, un empilement de textes et d'obligations. Peut-être rappeler quand même que le préambule de la Constitution de 1946 dit que la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Donc on est en 1946, c'est dans l'article 1er de la Constitution suivante, mais peu importe. Un article de loi, me semble-t-il, fondateur et peut-être pas tellement connu, c'est celui qui a 52 ans précisément. C'est la loi de décembre 1972. Ça vous dit peut-être rien, mais quand même. Cette loi, dans le Code du travail, elle inscrit le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et elle dit à travail de valeur égale, donc c'est pas travail égal, c'est travail de valeur égale, salaire égal, 1972. Alors, ce qu'on peut avoir en tête après cette loi un peu fondatrice sur les rémunérations, c'est la loi Roudy, qui date de juillet 1983 et qui impose l'obligation pour les entreprises de faire un rapport de situation comparé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rapport de situation comparé? C'est la collecte d'informations type bilan social, mais avec des données genrées, avec des données pour les femmes et pour les hommes. Pourquoi? Pour outiller les représentants syndicaux, les négociateurs sur des questions de problématiques d'égalité au sein de l'entreprise. Et les négociations, elles sont rendues obligatoires par la loi Génisson, on est en mai 2001, puis renforcées depuis par un certain nombre de lois sur l'obligation de négocier sur les inégalités salariales au sein de chaque organisation productive. Si on avance un petit peu, on se retrouve en 2011, et là aussi il y a une loi très importante. C'est la première loi qui va fixer des quotas. C'est la loi Copé-Zimmermann qui va fixer un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Ensuite, 10 ans plus tard, parce que là, c'est juste 40% dans les conseils d'administration. 10 ans plus tard, il y a la loi Rixin qui va dire qu'il faut aussi atteindre 40%. Alors, c'est horizon 2030, donc on a encore un petit peu de temps, dans les très grandes entreprises, dans l'occupation de toutes les fonctions dirigeantes. Justement, pour aller au-delà du plafond de verre. Pour essayer de faire briser ce fameux plafond de verre. Et puis, une autre loi qui est assez connue, c'est celle de 2019 qui fixe l'obligation de produire l'index d'égalité professionnelle, l'index d'égalité salariale. Alors, donc on le voit, ces textes existent, et donc spontanément, on se dit ils devraient permettre d'eux. Or, apparemment, ils ne permettent pas d'eux. Est-ce que ce sont, allez, si on désigne un responsable, les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations et qui expliquent que ces inégalités persistent? Alors, c'était pas la question à poser, ou c'était justement la question à poser? C'est la question à poser. Comment se fait-il que ça persiste alors qu'on l'a dit, en matière d'obligation,
elles se posent là, les obligations, elles sont nombreuses, notamment l'obligation de négocier. Alors sachez que cette obligation de négocier, elle existe depuis un moment. Négocier, ça veut dire se mettre autour de la table entre les partenaires sociaux et diagnostiquer là où ça pêche, là où sont les résistances dans chacune des entreprises et mettre en place des mesures pour corriger ces inégalités entre les femmes et les hommes. Eh bien, il y a pas mal de travaux ces dernières années qui se sont emparés des négociations en elles-mêmes, c'est-à-dire quelles sont la proportion d'entreprises qui ont l'obligation de négocier, qui sont assujetties à cette obligation et qui négocient vraiment. Eh bien, sachez qu'il y a une entreprise sur deux qui satisfait cette obligation, donc on est quand même très loin du compte. Et puis par ailleurs, tous les travaux... Et ce sont plutôt des grandes entreprises, c'est ça? Et ce sont plutôt des grandes entreprises, plutôt. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'obligation est respectée, mais après, quand on regarde le contenu précis de ces accords, eh bien, ils sont pour la plupart d'une très grande pauvreté, très peu d'innovation finalement. Souvent, c'est des déclarations de bonnes intentions, je caricature mais à peine, et voire du rappel à la loi. Donc finalement, dans le contenu, c'est de fait très peu opérant. Et je m'arrête là pour pas encourager tout le monde sur les dimensions de négociation. Oui, parce qu'au-delà de la question de la négociation, il y a 2 autres éléments qui sont assez importants à souligner dans la part que les entreprises prennent dans la persistance de ces inégalités. Il y a premièrement un tournant qui s'opère au début des années 2000 en France. C'est un mouvement qui vient des États-Unis. C'est qu'on va passer de politiques de lutte contre les discriminations qui sont mises en place dans les entreprises, notamment sous l'injonction de la loi, à des politiques dites en faveur de la diversité. On voit bien comment ce tournant, c'est beaucoup plus positif, et ça s'accompagne d'un espèce de mantra qui dit que plus de diversité, c'est plus de performance économique. Et donc la question, autre chose étonnante, c'est que parmi les caractéristiques de la diversité, il y a bien sûr le sexe. Donc les entreprises, elles vont agir en faveur de la diversité, elles vont faire plein d'actions, mais le problème, c'est que ces actions, au lieu de venir réfléchir à comment faire pour que les discriminations ne soient plus à l'œuvre dans les organisations, on remet une pièce dans la machine. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, faire du coaching pour apprendre aux femmes à avoir confiance en elles. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de réactiver les stéréotypes genrés qui sont très présents. On n'a pas besoin de ça pour les avoir très spontanément à l'esprit. Sauf que là, ils sont au cœur de la machine. Et donc, on réactive l'idée que les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Et donc, on fait venir les femmes dans les entreprises parce qu'elles sont les complémentaires des hommes, non pas leurs égales. Donc, on voit bien qu'on entretient les stéréotypes, et les stéréotypes sont le cœur des discriminations. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas dit en rappelant tous les textes, c'est que, et c'est vous qui me l'avez appris, je ne fais que répéter ce que vous m'avez dit, mais que toutes ces lois sur l'égalité depuis les années 2000 viennent de l'Europe, et que ce n'est pas spontanément un sujet dont les organisations patronales se sont emparées spontanément. Et c'est là que je me retourne vers vous à nouveau, Anne-Sophie Bruno, parce que alors, vous êtes membre de l'équipe CAGE, sur les pratiques de négociation justement relatives à l'égalité professionnelle. Et vous avez mené une étude très intéressante qui va corroborer ce que vous venez de dire, mesdames. Vous me dites, si je résume bien, vous avez analysé des milliers d'accords négociés au niveau des entreprises depuis le début des années 80, c'est ça? Et vous avez donc essayé de voir si les entreprises respectaient leurs obligations. Alors, vous nous avez dit 1 sur 2 ne le fait pas. Et est-ce que les accords d'entreprise sont un moyen réel de réduire ces inégalités femmes-hommes? On a plutôt l'impression que vous nous dites non. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, dans cette analyse de ces milliers de textes? Voilà, quelles sont vos conclusions de tout ça? Alors, effectivement, on a un échantillon représentatif des entreprises dans les années 2000 et nous, on a 40% d'entreprises qui devraient négocier et qui ne déposent pas de texte. Et parmi celles, après, on a 10% en plus qui déposent un texte, mais qui est entièrement vide, c'est-à-dire qui dit c'est bien, on est pour l'égalité, ok, très bien, mais il n'y a pas de mesure dedans. Donc ça fait quand même une bonne moitié qui ne fait rien, avec le risque quand même de payer une amende, en fait, s'il y a un inspecteur du travail, ça n'arrive pas souvent. Donc il n'y a pas vraiment de contrôle, c'est ça en fait? Donc il n'y a pas vraiment de contrôle et pas vraiment de sanctions effectives. Mais après, quand on regarde, il y a quand même des choses dans les accords. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Des choses que moi, je m'attendais. C'est-à-dire que quand on pense égalité pro, qu'est-ce qu'on va faire pour faire plaisir aux femmes dans une entreprise? On va leur permettre de faire ce qu'elles savent bien faire, c'est-à-dire
aller récupérer l'enfant quand c'est lui qui est malade, quand il est malade, demander, accéder au temps partiel, par exemple, parce que quand on a un enfant bas âge, c'est compliqué d'organiser les mercredis, bref. En fait, on s'est rendu compte qu'essentiellement, les mesures qui étaient portées par les accords, c'est des mesures qu'on a appelées d'aménagement des inégalités, effectivement, qui renforcent les situations inégalitaires. Donc ça, c'est une des grandes difficultés, mais il y a quand même quelques entreprises, alors plutôt des grandes, qui amènent en fait de nouveaux types de mesures qui sont plutôt correctrices pour le coup, et qui vont par exemple permettre au père de prendre un congé parental plus long en permettant de compléter les indemnités journalières de sécurité sociale qui permettent d'avoir du coup un meilleur complément de salaire en cas d'arrêt, qui interdisent les réunions après 17 heures, parce que fixer des réunions à 8 heures ou à 17 heures, ça n'est pas possible quand on a des enfants. Bref, un certain nombre d'éléments comme ça qui sont des mesures plus correctrices que des mesures d'aménagement. Mais c'est vrai que la majorité, quand même, c'est vraiment des mesures d'aménagement, mais j'ai envie de dire, les employeurs sont responsables, mais il y a des organisations syndicales qui négocient, qui oublient que c'est obligatoire, moi ça m'étonne quand même, et qui, quand elles négocient, disent c'est bien, on va leur donner du temps partiel, parce qu'il y a aussi une difficulté pour essentiellement les entreprises féminisées et non qualifiées à se saisir. Celles qui négocient le moins, c'est les entreprises les plus féminisées, parce que sans doute, elles ne savent pas quoi mettre dans leurs accords, et que demander l'égalité quand on est dans des secteurs non mixtes, c'est beaucoup plus difficile peut-être. Mais du coup, voilà, je pense que c'est aussi une difficulté de l'ensemble du marché du travail, y compris les salariés elles-mêmes, parce que moi-même, j'avoue que quand j'ai commencé à lire les accords, je me disais « Ah, c'est pas mal, ça permet d'avoir du temps partiel », et puis après… C'est comme le fait qu'il y ait 3 femmes pour en parler des inégalités. Voilà, j'ai fini par me rendre aujourd'hui. compte qu'en fait, c'était peut-être pas très bon pour moi de passer à temps partiel. Donc, quelque part, quand je vous suis, finalement, on ne peut pas complètement… voilà, il y a des entreprises qui négocient pas, il y a des entreprises qui négocient, qui essayent de corriger, d'être correctrices, et pas non plus simplement dans des dispositions qui aménagent. Donc, est-ce qu'on peut aller au-delà en disant qu'on ne peut pas simplement dire que c'est aux entreprises à ramener de l'égalité, que ça va au-delà, et du coup, est-ce qu'on peut essayer d'identifier d'autres freins, et quels sont-ils, bien évidemment? Oui, quelles sont les résistances à l'œuvre? Parce que résistance, il y a, vous l'aurez compris. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si ça résiste autant, c'est qu'il y a un enchevêtrement de dimensions qui explique ces résistances, qui explique ces freins. Enchevêtrement de dimensions qui sont de plusieurs ordres, ces dimensions qui sont d'ordre individuel, familial, culturel, législatif, institutionnel, organisationnel. Et donc, on va essayer de vous expliquer ces divers ordres qui s'entremêlent. Peut-être la première dimension, c'est la question de l'éducation. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, les filles font plus d'études que des garçons. Donc, si on se dit, est-ce que c'est un problème de niveau d'études des filles et des femmes, la réponse est non. Hein. Donc, plus diplômées, en termes de niveau de diplôme, elles sont en deçà des hommes. En revanche, en termes de choix de filières de formation, les filières sont, de choix avec plein de guillemets bien sûr, les filières de formation sont très genrées. Pour vous donner juste un exemple, au moment où on se parle, il y a 27% de filles dans les écoles d'ingénieurs et plus de 70% de filles dans les formations du paramédical et du social, au moment où on se parle. Donc, plus d'études, des études plus longues, des diplômes plus élevés, mais des filières de formation qui sont sexuées, genrées. Et donc, cette ségrégation éducative se déverse, mécaniquement d'ailleurs, quasiment en totalité, pas que. On a des collègues que je cite ici, qui s'appellent Dominique Épifane et Thomas Coupier, qui ont identifié la part de la ségrégation scolaire, éducative, qui se transpose sur la ségrégation professionnelle. Hein, le sexe des formations qui détermine le sexe des métiers. Eh bien, il y a 2/3, nous disent-ils, de la formation, de la ségrégation professionnelle qui est héritée de l'école. Mais ça veut dire qu'un tiers, c'est du propre des entreprises qui ont une préférence pour un sexe ou pour un autre. Donc, sexe des filières se transbahute côté ségrégation professionnelle. Et donc ça, ce ne serait pas un problème en soi. Hein. Sauf que
les professions féminines se trouvent être les professions les moins bien rémunérées et pour lesquelles les trajectoires professionnelles ascendantes sont les plus difficiles à conduire. Alors, autre frein très important dans ces progressions de carrière des femmes, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est bien évidemment l'arrivée des enfants. Alors c'est pour ça que les travaux de Claudia Goldin qu'on évoquait au tout début de notre entretien portent sur ce point de bascule. Elle parle de point de bascule, elle, au moment où les enfants arrivent dans les couples, eh bien, la carrière des hommes continue son trend, voire est boostée, est améliorée par l'arrivée des enfants. C'est Monsieur Gagne-Pain. C'est le modèle de Monsieur Gagne-Pain. Le papa doit ramener l'argent au foyer. Et dans le même temps, l'arrivée des enfants va freiner très fortement les carrières des femmes. Et donc, c'est le modèle. Alors, historiquement, c'était Madame au foyer. Et puis, c'est devenu un peu Madame Gagne-Miette. Voilà, donc on a cet élément-là qui, bien sûr, est très prégnant dans ces inégalités. Peut-être un tout petit mot sur le rôle organisationnel qu'on a déjà évoqué, mais peut-être ajouter quand même qu'au-delà de ce modèle managérial de la diversité que j'évoquais tout à l'heure, il y a plus globalement des canons managériaux, les éléments qui vont participer à l'évaluation des collaborateurs et des collaboratrices pour les faire progresser dans la carrière, qui sont nourris par des représentations empreintes de stéréotypes. Et bref, en fait, on a un modèle managérial qui a été historiquement pensé par les hommes, pour des salariés hommes. Et par exemple, c'est pour progresser dans la carrière, il faut être hyper disponible. À la fois disponible temporellement, mais aussi disponible géographiquement. Il faut pouvoir bouger. Et comme les femmes ont encore la charge de la famille très massivement dans les foyers, évidemment, ça empêche cette disponibilité-là. Vanessa, Anne-Sophie, pardon, excusez-moi, Anne-Sophie Bruno, vous avez également identifié, et il se recoupe d'ailleurs, des freins justement à cette égalité femmes-hommes sur le marché du travail. Il y a la question de la maternité, il y a la question aussi de la charge mentale. C'est sûr que si on prend les carrières scientifiques qui sont les nôtres, c'est symptomatique qu'on soit 3 femmes, c'est symptomatique qu'on soit 3 maîtresses de conférences et pas professeurs des universités, ou chargés de recherche et pas directeurs de recherche. J'avais vu dans les années 2000 des statistiques sur la situation matrimoniale des femmes professeurs. C'était, je crois, j'ai jamais retrouvé ces statistiques, j'ai jamais retrouvé cet article du Monde, mais c'était de l'ordre de 10% des femmes professeurs qui avaient des enfants. Les 90% étaient sans enfants. C'est dire le poids. Donc effectivement, l'arrivée des enfants fait que c'est impossible de suivre les mêmes contraintes de rythme, donc dans les emplois qualifiés. Et ça, c'est c'est lié effectivement à la charge mentale, à ce que ça veut dire que d'avoir des enfants bas âge. Donc je pense qu'une des difficultés, un des freins, c'est que on pense toujours à travail égal, salaire et promotion égale. En fait, tant qu'on va rester dans le salaire, à travail égal, en fait, c'est à travail inégal. Il faut qu'on arrive à trouver des représentations différentes des normes d'emploi qui rendent possible le fait d'élever ses enfants. Parce qu'en effet, est-ce qu'on a vraiment envie complètement de sacrifier sa vie de famille ? Pas forcément, qu'on soit homme ou femme. Mais les normes d'emploi sont pensées pour les emplois qualifiés. Sur un modèle de surinvestissement, de surdisponibilité, qui ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'il faut penser à travail inégal, salaire et promotion égale. Donc en fait, il faudrait reconnaître ces inégalités quelque part, cette inégalité de fait. Je vois pas comment on va pouvoir trouver. Alors le problème, c'est que moi-même, pour mon propre métier, si je négociais l'accord dans mon université qui n'a pas négocié d'accord, alors qu'elle est obligée de négocier un accord, qu'est-ce que j'arriverais à mettre comme mesure qui fasse que moi aussi j'arrive à accéder à des... C'est pas si simple que ça, parce qu'on est complètement le fruit de notre société. Mais j'ai envie de dire, pour les femmes cadres, on commence à se rendre compte de ces questions-là. Ce qui est plus dur, c'est pour les autres et les femmes non qualifiées aussi, celles qui sont soumises au temps partiel dont vous parliez tout à l'heure. Au temps partiel, à des difficultés d'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle quand on travaille dans l'industrie. Il y a le problème du travail de nuit, des rythmes des 3-8, qui rend ça très compliqué. Et pour le coup,
autant les accords font un peu de mesures correctrices, mais c'est des mesures correctrices plutôt pour les cadres. Mais par contre, quand on a cherché dans les accords des mesures qui corrigeraient des inégalités pour les femmes non qualifiées, et en fait, on n'arrive pas à les trouver. Alors peut-être parce qu'en fait, nous-mêmes, on n'arrive pas à voir qu'est-ce que ça pourrait être ces mesures. Donc je pense qu'il y a un travail qui nous reste à faire à nous, qui est d'identifier des leviers pour faire une égalité qui soit, peut-être une des solutions, c'est de faire une égalité qui ne soit pas pensée pour les femmes, parce que tous les accords EGAPRO sont uniquement des mesures pour les femmes. Peut-être que quand on pensera à l'EGAPRO sur comment changer le travail masculin, peut-être que là, on arrivera à changer les choses. Mais il faut aussi le faire pour les emplois non qualifiés. Et comme il y a très peu de perspectives pour les hommes comme pour les femmes, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Peut-être qu'on peut rajouter dans les raisons qui font les résistances, j'évoquais les différents niveaux qui s'entremêlent tout à l'heure, et il y a un niveau très macro. Vous savez, on entend souvent, et je dis parfois que c'est tarte à la crème, il faut que les mentalités changent. Mais ça n'a jamais été prouvé jusqu'à un travail qu'on a conduit ensemble, sans fausse modestie, où on a comparé un ensemble de pays et on a identifié en fait ensemble de quoi, pardon ? De pays, européens, et on a identifié qu'est-ce qu'on peut saisir dans cette idée des mentalités qui jouerait effectivement, par exemple, sur les chances relatives des femmes d'occuper des postes de cadre ou d'encadrement. Eh bien, on a identifié que parmi les représentations nationales, un des éléments qui a un effet positif sur l'accès des femmes à ces positions supérieures, c'est quand dans un pays, il y a une proportion importante de personnes qui considèrent que quand les tâches domestiques sont partagées de manière égalitaire entre les couples, eh bien, ça favorise la carrière des femmes. Donc, il y a aussi cette dimension un peu tarte à la crème, mais dans les représentations de tout un chacun qui joue comme à la fois frein, et à la fois comme levier potentiel. Et ça, évidemment, ça prend un peu de temps pour se modifier. Effectivement de l'Islande tout à l'heure, mais donc du coup, je vais prolonger votre remarque. Est-ce que la France, par rapport à ces pays voisins européens, on va dire, s'en sort mieux ou moins bien sur cette question des inégalités ? On va peut-être conclure là-dessus pour laisser après le public, même s'il y a encore plein de choses à dire sur ce sujet, mais pour laisser peut-être le public poser des questions. Oui, alors nous, donc Stéphanie disait, on a pas mal travaillé dans des perspectives de comparaison européenne, parce que c'est vrai que c'est intéressant de positionner la France pour comprendre si elle est singulière ou non. Alors quand on est en France, on a l'impression qu'évidemment, chez nous, tout va très mal et que c'est un peu la catastrophe. En réalité, nous, on a comparé 4 pays un peu idéotypes. On a pris un pays très conservateur qui est la Suisse, un pays très égalitaire, dit égalitaire en substance même, qui n'est pas l'Islande, mais qui est la Suède, un pays libéral, donc où on laisse faire le marché sans que l'État intervienne trop, qui est le Royaume-Uni, et puis donc la France pour la positionner par rapport à tout ça, qui généralement est identifié comme un pays assez hybride parce qu'il y a un petit peu tout ça qui est à l'œuvre en même temps. Et donc si c'est vrai que c'est en Suisse que les situations sont les plus compliquées et en Suède que les situations sont les plus favorables, il reste qu'en Suède, il y a encore des inégalités salariales importantes, il y a des phénomènes de ségrégation très importantes qui sont à l'œuvre, et que finalement, la situation française, j'aurais tendance à dire, c'est pas si pire. Un mot pour conclure peut-être. Alors, est-ce que je vous demande une note positive ? Est-ce qu'on en trouve une ou pas avant de passer là, ou est-ce que vraiment définitivement on peut en trouver ? Si, moi je trouve que ça a quand même, ça avance quand même pas mal, et que quand même le fait d'obliger les gens à négocier, ça oblige les gens à essayer de réfléchir. Au moins y réfléchir. Déjà, au moins, ils y réfléchissent. Moi, j'aimerais bien vous dire, oui, les jeunes, ça va aller avec les jeunes. Mais bon, on a travaillé, nous, sur les tout débuts de carrière des jeunes rentrés récemment sur le marché du travail. Et le bilan, il est vraiment très décourageant en réalité, parce que toutes les inégalités qu'on a évoquées là, on va les retrouver. Et en particulier chez les jeunes, dans les jeunes couples, quand l'enfant arrive, les inégalités reprennent et les rôles sont réassignés et les femmes ralentissent leur carrière, alors que les mères ralentissent leur carrière alors que les papas la surinvestissent. Vous voulez une note positive ? Vous avez le droit de dire joker. Non, je vais vous la dire quand même, cette note positive, mais elle est un tout petit côté positif, c'est que les derniers travaux sur des questions de discrimination à l'embauche, alors on n'est plus sur les jeunes, on est sur la population en général,
discrimination à l'embauche, notamment conduit par Thomas Breda, mais d'autres aussi, avec des méthodes de testing. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les méthodes de testing. Peut-être le rappeler. Comment ? Peut-être le rappeler. Oui, peut-être le rappeler avec plaisir. Donc, c'est produire un ensemble de CV comparables, mais qui se distinguent seulement par le sexe, en l'occurrence. Et donc, envoyer ces CV dans des offres d'emploi et de voir si les réponses qui sont données aux femmes sont sensiblement identiques aux réponses qui sont données aux hommes en termes de taux de réponse. Et donc, voilà, les dernières recherches montrent qu'il n'y a plus, il n'y aurait, je mets un conditionnel quand même, plus de discrimination à l'embauche, c'est-à-dire que les femmes, au moment d'être rappelées pour un entretien, à partir de l'envoi du CV, sont tout autant rappelées que ne le sont que les hommes. Donc voilà ma note positive. Donc ça veut dire que comme les inégalités persistent, peut-être que ce n'est pas sur les discriminations directes à ce moment-là du parcours qu'il faut porter attention, mais peut-être à l'ensemble de toutes les autres discriminations indirectes qui persistent. Donc c'est une note finale en demi-teinte. Merci beaucoup, mesdames, et je vous propose du coup de vous laisser la parole. J'ai pas de personne avec un micro. Je vous propose de prendre la parole en parlant très fort et on va vous entendre. La salle n'est pas si grande. Oui. Comment vous voyez le problème de la disponibilité évoluer quand nous sommes dans un monde de plus en plus De la disponibilité, qu'est-ce que vous voulez dire par disponibilité? Est-ce que l'une d'entre vous veut répondre? La disponibilité des femmes? Ça va avec la mobilité géographique dont parlait Vanessa. C'est que le fait d'être... Bon, là, on est toujours sur des emplois de cadre. D'être obligé de passer son temps à partir à l'étranger, c'est très difficilement conciliable. Donc, c'est vrai que ce modèle-là, ce modèle très transnational des carrières de cadre, accentue les inégalités, oui, sans aucun doute. Et la charge qui va avec et qui repose aussi beaucoup sur les femmes. Hein. C'est-à-dire que les femmes, dans ce type de carrière-là, se contorsionnent, articulent tant bien que mal, ne concilient jamais, en fait. Oublions ce terme doux de la conciliation. On est plutôt sur la difficile articulation des temps de vie quand les carrières se font à un moment du temps à l'international. Une autre question? Oui. Oui, moi j'aurais une autre question. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup moins de femmes ingénieurs que de garçons. Il me semble que moi, dans les années 70, cette proportion il y avait plus de femmes dans les carrières, dans les carrières sans. Non, ou alors c'est peut-être que, comme j'en faisais partie, non, il n'y avait pas plus. La proportion reste la même, c'est ça? La proportion, oui, ça reste. Alors, notamment les femmes dans les écoles d'ingénieurs, ça a toujours été de l'ordre de. Ouais, ça n'a pas beaucoup bougé. C'était 27%, vous disiez tout à l'heure. Ouais, si malgré, il y a énormément d'efforts qui sont faits, ça c'est intéressant à souligner. Hein. C'est qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits pour attirer les filles vers les formations masculines. Très peu pour attirer les garçons vers les formations féminines. Oui, là aussi, on est sur une mesure ça, qui a. symptomatique aussi. Oui. Et puis peut-être souligner aussi que ce n'est pas vrai dans tous les pays. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, on regarde en Inde, les métiers de l'informatique sont très féminins. Donc, il ne faut pas non plus penser que ce qui est vrai, et vous voyez, nos représentations stéréotypées, c'est propre aussi à une société, à une culture, à un moment donné du temps. Merci pour votre question. Une autre question ici. Moi, je suis un vieux mâle blanc du XXe siècle. Ce que vous dites, j'aurais été d'accord. Je ne veux pas être polémique, mais au début, dans les années 70, le monde a bien changé. Moi, je recrute des gens âgés, des hommes, des femmes. Je ne pose jamais la question. J'ai été manager plutôt cadre supérieur, j'entends ces jeunes cadres. Je n'ai jamais eu un problème. Ma femme est ingénieure, ici présente. Elle a fait carrière. Ce des genres que vous présentez, il est quand même d'un autre âge. C'est-à-dire que si vous voulez un message positif, arrêtons de présenter la femme comme une victime essentialisée. Ça, c'est complètement regardisé. Je ne pense pas que ce soit le cas. Regardez les évolutions, vous l'avez dit, du droit du travail. Il y a un certain nombre de réalités quand même. Il y a deux expressions, je vous les citais. Je vous disais, tarte à la crème. Donc, derrière chaque réussite masculine, il y a une femme. C'est ce qu'on disait à une époque, c'est pas une expression exacte. C'est vrai, une carrière, il y a plein de dirigeants, hommes du XXe siècle, qui vont dire qu'on ne peut pas réussir sa vie professionnelle et sa vie privée. Donc, tout le monde doit faire des choix, homme ou femme, de toute façon. Après, effectivement, et Anne-Sophie Bruno, merci des éclairages, vous avez montré, je crois qu'il y a une construction sociale. La femme n'est pas... D'abord, il y a une égalité en droit. Autre point important, vous parlez d'inégalité. Rappelez à tout le monde, quand même, qu'on est dans un pays où il y a une égalité
en droit quand même. C'est quand même fondamental, parce que quand on dit tout ce que vous dites, on a l'impression que parce que je suis... On a rappelé effectivement cet article de 72 qui pose bien cette égalité en droit. C'est important. Autre chose, les indicateurs dont vous parlez. Moi, j'en ai pratiqué aussi, j'en ai produit plein. Alors, au début, j'étais très étonné. 25% de moins, alors que je ne vis pas ce truc-là dans les contrats de travail, dans les salaires, pas du tout dans les offres de travail. Mais on prend effectivement le temps partiel. Donc, évidemment, vous avez moins de revenus, comme vous disiez, dans la poche à la fin du mois, parce qu'on a moins travaillé. Donc la question, c'est le temps partiel, ce n'est pas l'écart de salaire. Il y a des biais dans les indicateurs qu'il est malhonnête de ne pas présenter, à mon avis. Et puis, comme vous le disiez, la position dans la chaîne de valeur sociale fait qu'on est plus ou moins opprimé, contraint. Si vous prenez un noir américain dans la banlieue de Chicago, dans un gang, il n'est pas éduqué, il n'a pas de moyens. Vous prenez Barack Obama de Chicago, il a des moyens, son problème, ce n'est pas la couleur de peau. Donc je pense qu'il faut quand même mettre tout ça un peu en lumière. Et alors, une remarque, vous présentez comme victime et vous faites des travaux scientifiques. Comment vous faites au début, vous avez dit je suis une victime. Oui, je ne crois pas que le mot ait été employé. Ah non, je ne pense pas avoir employé ce terme. D'accord. Donc si on se pose la victime, est-ce qu'on peut avoir un recul sur ces travaux? Voilà. Enfin, c'est des remarques. Je comprends ce que vous dites, mais sincèrement, je pense que vous forcez le trait et qu'il faut distinguer les concepts. Inégalité en droit, pas en droit. Et une question aussi très concrète, est-ce que sur des boîtes comme McDonald's, les femmes sont moins payées, par exemple, à la caisse que les hommes? Alors, je vais vous laisser répondre toutes, mais je pense que ce qui a été présenté ici, et je pense que c'était très important que je le dise, on a quand même 3 chercheurs ici, et qui sont avant tout, alors certes, sont des femmes, mais qui se sont exprimés en tant que chercheurs et qui ont exprimé et qui ont résumé leurs travaux et leurs recherches. Et vous étiez invités ici, sur ce plateau, pour ça. Donc je pense qu'il fallait le poser. Je vous laisse maintenant réagir. C'est un petit peu la suspicion de militantisme et donc d'idéologie derrière un propos qui n'est que scientifique et raccourci, si vous permettez, parce qu'on a eu peu de temps, on a présenté des indicateurs un peu symbolique de la persistance des inégalités. On pourrait en discuter très longuement, notamment sur les écarts de salaire en équivalent temps plein, ce qu'on appelle discrimination salariale. Bref, derrière tout ça, il y a de la méthode, il y a de la scientificité et il y a finalement pas du tout de militantisme. Alors, je ne me suis pas présentée comme victime parce que j'exècre ce terme, surtout dans cette position-là. J'ai dit que dans la recherche, dans le monde dans lequel nous sommes toutes les trois, il y a des freins à la promotion, Anne-Sophie les a bien dit, hein. Peu de professeurs, nous sommes toutes les 3 maîtresses de conférences, donc dans notre champ, il y a aussi, et donc nous les observons et nous les vivons. Alors, appeler ça victime, c'est comme vous voulez, mais ce n'est pas le terme que j'ai employé. Est-ce que vous avez je voulais juste rappeler que moi je trouve ça intéressant finalement d'entendre que ce que monsieur a entendu, ce n'est pas du tout ce que nous on a voulu dire en tout cas, oui. Mais c'est comme ça que vous l'avez entendu. Donc juste pour, par exemple, pour les lois, monsieur, si vous permettez que je réponde, par exemple, les lois, on les a posées. On a commencé par dire, l'égalité de droit, on a commencé par ça, même c'est le préambule de notre propos, hein, de la Constitution, on les a énumérées, hein, les lois de 72, etc. Donc, on a bien posé qu'il y avait une égalité en droit. Et ensuite, il me semble qu'on a bien posé aussi que l'égalité de salaire qu'on observe, derrière, il y a une grande complexité. Et qu'effectivement, si on raisonne à travail égal, c'est ça que vous donnez comme exemple, les écarts sont infimes. Mais on n'est pas à travail égal. On est à travail inégal, Anne-Sophie l'a très bien dit. Et c'est bien là quels sont le cœur des inégalités. Et je crois que c'est là qu'on a voulu dire, il y a de la ségrégation, etc., etc. Tous ces éléments qui participent à ces inégalités dont nous aussi, nous faisons les frais. Nous aussi, comme la plupart des femmes, ça ne veut pas dire toutes les femmes, hein. On peut toujours trouver une femme qui est dans une meilleure situation qu'un homme, etc. Hein. Bien sûr. Je pense ce qu'on a voulu dire, mais peut-être on s'est très mal exprimé aussi, hein, c'est qu'il ne fallait pas regarder non plus les choses à un moment du temps comme une photo. Parce que 2 femmes, enfin un homme et une femme peuvent avoir dans des situations identiques, et ont souvent d'ailleurs dans des situations identiques des salaires similaires. Sauf que le parcours intérieur d'une femme n'est pas le même que l'homme. Donc il ne faut pas raisonner sur une photo, il faut raisonner sur un film, il faut raisonner sur les parcours. Parce que c'est là que le bas blesse. Est-ce que vous avez une réaction aussi, s'il vous plaît? J'ai envie de dire, le soupçon de militantisme que j'évoquais au début, il est là. Bon, après, clairement, c'est pas du tout là-dedans que je me reconnais. Les chiffres qu'on donne, ils sont... moi, j'étais moi-même étonnée que dans nos métiers intellectuels,
on est 50% de maîtres de confom, on a autant d'hommes de maîtres de conf et autant de femmes, comment est-ce qu'on arrive à 20% de femmes parmi les profs? On peut dire ce qu'on veut, c'est quand même une réalité. Et c'est pas une mise en accusation des hommes qui passent prof, c'est la réalité de notre métier qui rend ça difficile pour des femmes qui ont des enfants, quoi qu'on en dise. Moi, j'ai pas de ressentiment particulier contre mes collègues masculins, mais j'ai une réflexion sur mon organisation qui fait que pourquoi est-ce qu'on reconnaît des tâches qui sont des tâches dans l'université, des tâches individuelles, de recherche individuelle, quand les tâches collectives sont faites collectives d'administration, de la recherche, sont en fait faites par les femmes, même des femmes très qualifiées qui ont fait des très grandes écoles. Et oui, c'est un peu énervant. Il y a un moment, c'est quand même un peu énervant, il faut le dire. Donc, il y a quand même des questions organisationnelles qui aboutissent à ce que même dans des métiers qui se disent égalitaires, on n'est pas complètement dans l'égalité. Mais c'est autant la faute des hommes que des femmes. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est qu'il y a un système qui est fait comme ça et que peut-être tout le monde gagnerait plutôt que de s'opposer. Voilà. Mais la réalité, les chiffres sont quand même assez têtus. Et quant à la question des revenus, est-ce qu'il faut prendre uniquement les équivalents taux plein? Franchement, c'est bien de le faire, mais à la fin, les gens, ils mangent pas avec un équivalent, un taux horaire, ils mangent avec ce qu'ils ont dans la poche. Et la réalité, c'est des inégalités très fortes qui posent un certain nombre de problèmes, même quand on a l'égalité des droits. Et je suis d'accord avec vous, c'est extrêmement important. On est en France, il y a une égalité des droits. Mais quand on divorce, on n'a pas tout à fait la même situation financière et les femmes se sont appauvries dans leur conjugalité parce qu'elles ont moins investi leur sphère professionnelle. Donc tout ça, c'est des choses, encore une fois, je pense que les hommes y gagneraient en qualité de vie tout court. Voilà. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est ça. Préciser vos propos, c'est de devenir plus audible pour des gens comme moi qui ont entendu le discours de on est déliqué pendant très longtemps. Et là, pour terminer sur oui, parce que j'aimerais que d'autres personnes puissent poser une question, s'il vous plaît. Mais effectivement, vous avez raison de dire que c'est l'équilibre homme-femme dans les relations, partager les charges, c'est là qu'une carrière se fait entre un homme et une femme, c'est le partage des rôles, de tous les aspects que quelqu'un a évoqués, la vaisselle, le ménage, voilà. Et on a effectivement bien montré que c'était un enchevêtrement de dimensions et c'était important justement de remettre ça en perspective et de montrer que tout était lié. Et la fameuse charge mentale. Le jour où on a lu ce terme charge mentale, tout s'est éclairé. Celles qui sont concernées se reconnaîtront. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Oui, madame. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une évolution entre ma génération et la génération des enfants. J'applaudis quand je vois des hommes entre hommes balader des poussettes, ce qui était impensable depuis longtemps. Vous parliez de la discrimination à l'embauche. Alors sur CV, effectivement, il n'y en a peut-être pas. Je pense qu'une femme enceinte se présente ensuite à l'entretien, il y aura certainement une discrimination. Vous avez bien dit, effectivement, et vous l'avez précisé, c'est sur CV avant l'entretien. C'est effectivement ce que vous avez bien noté. Oui. Congé maternité et paternité réduirait cette discrimination à l'embauche. Elle se fait dans certaines entreprises. Alors, au début, je trouvais ça, ancienne génération, je me suis dit, mais c'est absurde. Et puis, après quoi, je me suis dit, mais effectivement, à partir du moment où un homme jeune sera aussi absent qu'une femme, il y aura déjà moins de discrimination à l'embauche. Ceci dit, moi, j'ai travaillé avec des femmes toute ma vie, j'étais gynécologue. La charge mentale, c'était quand même les femmes qui l'assuraient, mais c'était normal. Alors, je pense qu'il faudrait surtout travailler à l'éducation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit un cadre disciplinaire et qu'en passant par l'éducation, qu'elle soit à la famille ou l'éducation nationale, on ait un autre discours pour que les hommes transforment leur mentalité. Moi, j'ai 3 genres merveilleux et je trouve que ça évolue vraiment, mais peut-être pas dans toutes les classes de la société. Mais c'est effectivement important, je pense, de pouvoir se permettre à un moment de se poser ces questions qui étaient finalement, qui ne se posaient pas parce que tout ça a été induit, était complètement intégré. Et donc, du coup, l'évolution est peut-être dans le fait aujourd'hui de se poser ces questions et de ne plus considérer ça comme tout à fait normal et le schéma classique. Est-ce que vous voulez répondre sur
cette Oui, évolution de fait que... Avec plaisir sur le congé maternité-paternité, c'est justement en effet une des mesures qui est très souvent mise en avant par les personnes qui font des recherches sur ces sujets-là, Hélène Périvier notamment, pour souligner que ça, c'est une mesure qui est quand même très rapide à mettre en œuvre et qui aurait pour vertu... Donc la proposition, elle est vraiment radicale, c'est de dire le congé paternité doit être obligatoire, parce que le congé maternité, on ne peut pas ne pas le prendre, on ne peut pas dire « moi je suis en forme, j'y vais ». Donc obligatoire et de même durée que celui des mères et au même moment. Parce que ce n'est pas non plus « tiens, allez, le petit lassin ». Non, c'est au même moment. Et là, l'idée, c'est que ce soit quelque chose qui serait vertueux dans les familles, parce que du coup, la paternité prendrait sa place, l'occupation vis-à-vis de l'enfant, etc., pourrait prendre sa part, et donc une routine pourrait s'installer. Et puis évidemment, dans les entreprises, on ne pourrait plus, de manière tout simplement statistique, effectivement, cette entre bascule les deux, que vous décriviez, entre elle les serait deux personnes, moindre. la personne qui va être Est-ce que absente, c'est une mesure qui a été mise en place dans certains pays? Est-ce qu'on a Alors, ce qui une est comparaison intéressant, qui peut être faite, alors, même ce qui- si on a vu ouais. qu'il y avait des biais par pays et que... C'est mis en place. Alors, pas à ce niveau aussi radical, mais il y a quand même notamment la Suède qui est très en avance, où il y a juste un congé parental. Et ça s'appelle congé parental, et il est partagé avec une obligation d'une proportion importante prise par chacun des parents. Le reste étant libre, et donc généralement, ce sont les mères qui le prennent quand même, y compris en Suède. Et puis la dernière chose que je voulais pointer du doigt sur le rôle de l'Europe. L'Europe, à un moment donné, c'était en discussion, ce congé paternité obligatoire. Un des pays qui a freiné les 4 fers, c'est la France, avec Emmanuel Macron. Bon. Est-ce que oui. Sur les représentations, c'est vrai que c'est important. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'on élève encore, même de nos jours, les garçons de la même façon que les filles. Et quand bien même on essaye de se contrôler, j'ai 2 garçons, je sens que c'est difficile aussi parce que la société étant ce qu'elle est, trouver des modèles différents pour les hommes, c'est des modèles de masculinité différentes, alors c'est des choses qui sont beaucoup discutées, mais qui sont beaucoup discutées dans certains territoires, dans certaines catégories sociales, c'est encore loin d'être la norme. Donc je pense que ça frémit, mais on est encore loin d'avoir, nous, dans nos familles, réussi à faire l'égalité, quoi. On voit que la question, en tout cas, est encore longue, voilà, et qu'on ne tirera pas de conclusion de toute façon aujourd'hui. En tout cas, merci de votre participation à toutes les 3. Merci de votre attention, de vos questions. Et je voudrais vous proposer, si vous voulez prolonger cette réflexion, alors peut-être conseiller le documentaire que vous avez co-réalisé, Vanessa Di Paola, avec Dominique Epiphane, c'est ça, qui s'appelle « Femmes et top management quand les organisations résistent ». Il est disponible en ligne sur le site du LEST, le laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Et puis je vous invite aussi, si vous le souhaitez, alors ça c'est sur un autre sujet, à poursuivre votre après-midi à Citéco avec une visite détournée du parcours permanent qui sera animée tout à l'heure dans une vingtaine de minutes à 16h30 par le comédien Léon Bonafé. Ça dure 1 heure de 16h30 à 17h30. Je pense que ça commencera dans le hall là-haut. Et puis demain, si vous voulez revenir à Citéco, une projection d'un documentaire à 15h, L'histoire oubliée des femmes au foyer. C'est un film de Michel Dominici. Pour le reste, si vous voulez voir la programmation, je vous la laisse, elle est sur le site, vous pourrez y aller. Voilà. Merci en tout cas d'être venu passer cet après-midi à Citéco. Alors.